Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve comme tous les jours avec notre Fear & Greed Index côté crypto qui se trouve à 54, toujours dans le neutral. Du côté des marchés US, on est toujours dans la zone de grid à 68. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la communauté de zappeurs et zappeuses ainsi que celle du Café du Coin sur le groupe Telegram le Zap du Coin. Je vous mets le lien d'invitation là-haut à droite. Je ne vous retiens pas plus longtemps, installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Du coup, on a la première pharmacie française à accepter les paiements en crypto. Alors, elle est située dans le 10e arrondissement parisien et acceptera les paiements crypto sur l'ensemble de ses produits. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas comment ils se débrouillent niveau fiscalité pour gérer tout ça. Ça doit être une belle grosse galère, mais ça fait plaisir de voir des commerçants qui tentent quand même le coup, qui franchissent les barrières de justement des personnes comme ça qui essaient de réguler de manière très stricte les crypto-monnaies. Donc voilà. Il y a aussi un aspect sécurité très important pour Solana et dans le monde de la crypto en général, et c'est pourquoi ils ont créé le Seed Vault. En fait, le Seed Vault va être un environnement sécurisé qui va être directement intégré à l'appareil pour garder vos clés privées. Mais tout ça va être donc déconnecté de toute application et déconnecté d'Android, mais on sera quand même capable d'interagir avec ces clés privées. Donc ça sera véritablement une sorte d'hardware directement intégré au téléphone et déconnecté de tout. Donc ça, pour ce côté sécurité, c'est aussi un point important pour eux. Ils vont aussi instaurer donc une sorte de Solana Pay qui sera développé donc sur Android et qui permettra tout simplement de payer de façon intuitive via des QR codes, etc. Ou d'envoyer des cryptos très facilement et ou de payer avec ces différents tokens à travers différentes boutiques. Donc voilà, le Solana Mobile Stack permettra déjà ces choses-là, mais évidemment il y aura plusieurs évolutions possibles et les limites ne seront que celles des développeurs. Comme je vous disais tout à l'heure, Google Play ou Apple Store, il y a de nombreuses barrières qui permettent le développement de projets décentralisés. Et bien justement, ils vont aussi apporter une autre dimension à ça puisqu'ils vont créer leur propre Dapp Store. C'est-à-dire que grâce à ce Dapp Store, on pourra facilement accéder et télécharger les différentes applications du monde Web3 et des cryptos. Et ça, c'est une bonne chose parce que ils veulent mettre derrière tout ça de nombreux avantages et de nombreuses fonctionnalités. Il sera tout à fait possible de minter des NFT, de faire, donc, comme je le disais, le paiement sans contact pour payer des biens et services à travers le monde, tout simplement aussi directement intégrer des play to earn qui seront directement reliés à votre compte crypto et voilà, faciliter l'achat-revente de crypto. Et donc tout ça sera sécurisé par ce que j'ai dit tout à l'heure, le Seed Vault. Il y a quelque temps, nous avons publié un tuto pour apprendre à se servir d'un portefeuille Ledger, qui est la référence en matière de sécurité. Mais les Ledger ont un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas gratuits. Or, pour découvrir la finance décentralisée, il est obligatoire d'avoir son propre portefeuille. Et si vous avez vu notre vidéo sur la finance décentralisée, il n'y a aucun doute que vous aurez envie d'essayer. Donc, pour vous permettre de faire vos premiers pas dans cet écosystème tout à fait gratuitement, nous allons aujourd'hui vous présenter une alternative. MetaMask. Il s'agit du portefeuille logiciel le plus connu aujourd'hui puisque c'est l'un des premiers à avoir vraiment offert toutes les fonctionnalités nécessaires pour l'utilisation d'applications DeFi. Comme il était abordable autant pour les utilisateurs que pour les développeurs, il a rapidement dominé le marché et aujourd'hui il est extrêmement rare de trouver une application de finance décentralisée qui est incompatible avec. Pour obtenir ce portefeuille, nous allons nous diriger vers le site officiel, metamask.io. Comme toujours, faites très attention à l'adresse du site et idéalement, écrivez-la vous-même dans la barre d'adresse du navigateur plutôt que de passer par un moteur de recherche. Donc Aptos, l'idée c'est que j'essaie de comprendre ce qui se passe sur Aptos. Les raisons qu'on a, c'est on parle beaucoup du succès d'une série de NFT qui a l'air de cartonner sur Aptos. Est-ce que c'est ça qui peut justifier? Je ne crois pas. Mais on n'a pas beaucoup d'éléments tangibles qui nous permettent de justifier cette hausse irréelle. Ce qu'on apprend aussi, c'est PancakeSwap qui va aller sur Aptos, donc ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Après, PancakeSwap c'est pas énorme, en niveau de TVL c'est pas grand chose, c'est 30 millions de dollars. Quand on sait que les grosses plateformes, les gros DEX sur Ethereum c'est de l'ordre du milliard, hein. C'est plutôt des 50-100 milliards de dollars.
Je trouve ça assez mineur comme information et la grosse information qui permettrait de justifier ça pour moi c'est surtout le carton des NFT et effectivement pas mal de petits projets qui arrivent sur Aptos mine de rien. Est-ce que c'est ça qui va justifier cette hausse? Je ne sais pas. En tout cas concrètement ce qui est important de bien comprendre sur Aptos c'est qu'Aptos ça vaut 2,8 milliards. On ira voir un peu on ira voir quelques éléments, mais grosso modo, sur Aptos, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une offre totale à 1 milliard et il n'y en a que 160 millions. Donc Aptos, ça devient assez irréel. On ira voir un peu les chiffres. Ça vaut 2,8 milliards, mais en fait, dilué, ça vaut plus de 17,6 milliards. Donc vraiment, gros warning. En gros, Coinbase, donc c'est qui? C'est le directeur de Coinbase, Connors Grogan. Putain, je sais pas si je le dis bien, mais en tous les cas, t'as BK pas t'appeler comme ça. Ce gars-là, en gros, il a balancé que Binance, il y aurait du délit d'initié sur le listing de certains tokens sur la plateforme Binance. En gros, ce qu'il dit, c'est que il a vu des mouvements on-chain de gens qui achèteraient les tokens avant qu'ils soient listés sur Binance et revendus donc quelques minutes après le listing sur Binance. D'accord? Donc c'est du délit d'initié. Donc c'est quelqu'un dans l'équipe projet de chez Binance ou autre qui aurait accès à ces informations-là et qui profiterait effectivement du listing donc sur la plateforme Binance pour faire des plus-values et engranger et encaisser à ce moment-là. Il met donc plusieurs exemples en exergue. Donc ça a l'air, c'est on-chain, hein. C'est pas le seul d'ailleurs à mettre ces datas si tu veux aux yeux de tous. Donc apparemment ça a l'air quand même assez vrai. Maintenant, à savoir si c'est quelqu'un, un employé de chez Binance ou ailleurs, je n'en sais rien. Moi, la seule petite remarque que j'ai à préciser et je clôturerai là-dessus, c'est que Coinbase sont quand même bien placés pour parler de l'initié, puisqu'il y a quelques mois de ça, on en parlait sur la chaîne, il y avait eu 2 ou 3 personnes de chez eux au service projet, dont le responsable du service projet qui effectivement profitait des informations des listings sur Coinbase, pareil pour s'en mettre plein les poches. Le fameux pot de miel, exactement. Exactement, et avant ça, on avait la plateforme NFT OpenSea. Depuis combien de temps dure le petit manège là? Depuis combien de temps il est en place le mec, l'insider là, qui se permet de faire croquer sa famille ce qui va se passer là, si jamais Binance s'exprime dans les prochaines heures, c'est qu'en gros ils vont dire que c'est pas de leur ressort, c'est pas de leur fait, que c'est peut-être un employé de chez Binance qui est bien informé, qui vont mener leur enquête et que voilà, et tout sera réglé. C'est quand même de leur fait, sachant que le listing a lieu sur leur plateforme et qu'on voit bien qu'il y a des infos qui fuitent. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables en tous les cas. Il y a quand même une enquête qui va... Là, je pense qu'au vu de ces révélations, parce que ça a l'air quand même... Je vous dis, c'est on-chain, donc on peut pas mentir. Hein. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à mettre leur nez là-dedans pour voir ce qu'il en est, quoi. Et après, ce que je veux dire par là, ou c'est peut-être ce que tu voulais préciser, c'est que c'est pas l'entité Binance qui est en cause, c'est un salarié de Binance. Mais voilà, c'est la responsabilité de Binance. Donc effectivement, c'est une petite info, mais qui peut ouvrir une sacrée brèche, tu vois. Ouais, c'est une info mignonne. C'est-à-dire que dans un premier temps, on pensait que le domaine de la crypto ou de la blockchain ne serait pas envahi de délits d'initiés et de ce genre de magouille dès que tu parles d'oseille. Ça aurait été étonnant, sincèrement, qu'il n'y en ait pas. Du moins, c'est juste impossible. Donc voilà, déjà, on est fixé. On a 2-3 cas maintenant sous la musette, on sait que ça se fait. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est de se dire, Coinbase a eu ça dans ses rangs, et là se permet de faire un communiqué pour parler de Binance quelque part qui a ça aussi chez lui. Donc en fait, moi, ce qui m'éclate là-dedans, c'est la guerre de communication que peuvent avoir les gens justement pour s'acheter une bonne conscience, quoi. Petite nouvelle d'aujourd'hui que je voulais te parler, eh bien, c'est un homme de l'Ontario qui a littéralement perdu toute sa fortune dans un scam. Donc, on parle d'un scam classique dans le sens que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Eh bien, c'est une plateforme qui te promet des intérêts mirobolants. Tu vas faire tant de pourcentage. Donc, le monsieur décide de mettre un premier 250$, voit que ça fonctionne quand même bien, décide d'en mettre un autre 2500$. Après avoir mis 2500 plus 500$, on est rendu à 3000$, eh bien, il décide de retirer un 1000$. Et à ce moment-là, le retrait du 1000$ se passe à merveille, aucun problème. Il reçoit son argent. Donc, après avoir retiré son 1000$, voyant que les gains sont quand même intéressants, de octobre 2022 à janvier 2023, eh bien, Monsieur Carr a mis pour 498 000$ canadiens sur cette plateforme-là.
Est-ce que on avait fait les recherches? Possiblement que non, parce que le fait de l'avoir perdu veut dire qu'il s'est fait scammer. C'est dommage, guys, parce que c'est des genres de scams qui peuvent être prévenus juste en faisant des simples vérifications. Bref, pas mettre plus de virer le couteau dans la plaie plus qu'il faut, mais à un moment donné, ben, ce monsieur-là a vu son investissement doubler, littéralement à 1,3 million de dollars, et il a voulu en sortir un petit peu, évidemment, et c'est à ce moment-là que la plateforme lui a demandé un 150 000 dollars additionnel pour une provision de liquidation. Donc, évidemment, n'ayant pas l'argent, bref, l'argent a complètement disparu, il s'est fait scammer, il a tout perdu. Donc, c'est des histoires que c'est pas la première fois que j'entends parler. Une plateforme mirabolante qui va t'offrir tant d'intérêt. On met un petit peu, on fait le double, le triple. Je retire, c'est beau, parfait. Tu penses que c'est une plateforme qui est legit à 100%. Tu remets 200, tu remets 300 000, puis finalement, ben, la plateforme s'est poussée avec finalement ton argent. Et j'ai l'impression que dans cette situation-là, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé. Donc, l'idée, c'est que peut-être que toi, moi, la majorité des gens qu'on est dans la crypto, on est au courant de ce genre de choses-là, mais il faut peut-être être un peu plus à l'affût par rapport aux gens qui sont autour de nous quand que ces gens-là décident justement de faire des investissements avec ce genre de plateforme-là. Donc, des gens qui sont peut-être moins habitués à faire leur recherche ou simplement avec tout ce qui est technologique, tout simplement, voient que sur l'écran, ça double, ça triple, ça quadruple, quand dans le fond, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui est derrière ça? Donc, c'est plus je pense, de garder un œil là-dessus aux gens qui nous entourent, qui sont peut-être un peu plus âgés et qui ont peut-être une moins bonne connaissance de tout ce qui est informatique, investissement, tout ça, et de peut-être faire de la prévention. Hein. Des fois, on va en entendre parler un de nos mononcles, une de ma tante, ou moi j'ai plus de grands-parents, mais bref, j'ai mis ça dans telle plateforme, blablabla. Bon, ben c'est peut-être plus de questionner. Ouais, mais c'est quoi? Puis juste pour faire de la prévention, pour éviter justement ce genre d'histoires-là qui sont vraiment pas le fun. Ce monsieur-là qui, au final, a perdu 500 000 $ plus sa maison. Donc, à un âge comme ça, ben, c'est comme, t'as tout perdu. T'as littéralement tout perdu. C'est quand même incroyable. Et comme ça, là, juste comme ça, eh ben, en 2021, c'est 379 millions de dollars en fraude, en perte, juste au Canada. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire que tout ce qui est fraude massive fonctionne. Faut rester à l'affût de ça, guys, parce que c'est quand même un fléau. BTC, miner, Core Scientific lève 500 millions de dollars auprès de BlackRock, Index Investor, etc. Bon, il y a eu beaucoup de monde apparemment qui sont venus sauver Core Scientific. 500 millions de dollars, c'est pas rien. Alors, c'est aurait obtenu une collecte de fonds de 500 millions de dollars. Généralement, on essaye de pas faire fuiter ce type d'informations. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un énorme warning vert fluo, si vous voulez, pour vous dire que les États-Unis, quels que soient les moyens engagés, ne laisseront pas, si vous voulez, la détention de la preuve de travail au niveau de Bitcoin. Il la laissera pas. Il laisse pas tomber le plus gros mineur des États-Unis et il relève 500 millions de dollars. En fait, c'est je sais pas comment vous expliquer ça. J'essaierai de faire une vidéo dédiée et de pas vous dire de bêtises ou en tout cas pas de vous perdre. Mais dans l'idée, c'est un petit peu comme la planche à billets. Vous imaginez la planche à billets, en fait, créer de l'argent, bah ça coûte de l'argent. Et en fait, si vous détenez l'argent, vous détenez le pouvoir. Si vous détenez l'argent, vous détenez le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir partout dans le monde. Donc les Américains ont le plein pouvoir. Même si en fait, créer de l'argent coûtait plus cher que l'argent qui est déversé, ils le feraient quand même. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le pouvoir. C'est exactement la même chose qui se passe actuellement avec Bitcoin et notamment avec Core Scientific. On sait qu'ils perdent de l'argent, mais ils détiennent le pouvoir du calcul, le pouvoir de valider des transactions. Et ça, c'est une preuve flagrante que les Américains ne laisseront pas tomber le mining, en tout cas ne laisseront pas tomber la capacité de calcul ou la capacité de valider des transactions au travers de la blockchain Bitcoin. Tout simplement. Mais on peut faire une vidéo dédiée là-dessus si vous voulez, c'est très très pertinent. D'ailleurs, c'est très intéressant de l'observer par rapport à la Chine, qui est en fait le deuxième plus gros, le troisième plus gros mineur au monde, alors qu'ils ont banni, si vous voulez, le mining et le Bitcoin de leurs frontières. C'est toujours très intéressant de l'observer. Et c'est pas pour ça d'ailleurs qu'ils ont vendu aussi leurs 200 et quelques milliers de bitcoins, je crois 260 000 bitcoins, qui sont détenus par le parti chinois, qui ne l'ont toujours pas vendu, alors que légalement, dans le droit chinois, ils sont obligés de mettre aux enchères toutes les choses qu'ils saisissent.
Or, ça fait plusieurs années et ils ne l'ont toujours pas fait. Évidemment, les lois sont écrites par leurs pairs et par ceux qui détiennent le pouvoir. Ça, c'est vraiment un warning vert fluo pour ma part, et je suis très heureux de l'observer. Clairement, ce n'est pas baissier. Bitcoin discriminé. Pourquoi? L'Union européenne veut imposer une obligation de garantie folle pour les banques crypto-friendly. Voilà, un certain pourcentage. C'est-à-dire que les banques ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. On le sait, c'est une finance centralisée. Donc les banques obéissent à un pouvoir supérieur. Ce qu'on ne veut pas dans la finance décentralisée. Pour ça qu'on se bat avec le Bitcoin, qu'on se bat avec certaines cryptos, avec la DeFi, la finance décentralisée, justement pour ne pas avoir une autorité supérieure. Là, ils l'ont et on leur dit, vous faites ci, vous faites ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, si vous faites ça, on va vous taper sur les doigts, vous avez des amendes, enfin, etc., etc. Maintenant, attention, je suis pas contre tout, parce qu'il faut quand même une réglementation, il faut quand même des choses, sinon tous les pirates de la planète sont chez nous, et évidemment qu'on ne peut pas se permettre ceci, Donc il faut, si on voulait obliger, et là c'est ce que je vous ai mis là, le lien que vous avez ici, la Commission des affaires économiques et monétaires a voté, pour finaliser les réformes des règles bancaires, hyper intéressant à lire, donc je vous mets le lien, c'est un peu long, donc je vous mets le lien comme ça vous allez le lire, et comme je vous disais, la réglementation quelque part, ça a un côté un peu bien, parce que ça peut quand même assainir un petit peu le marché, éviter de prendre des risques, mais moi j'ai peur qu'en France, et j'en suis presque convaincu, la France, on réglemente tellement, on a presque peur de son nombre, presque, on a réglementé son nombre pour pas qu'elle nous suive, vous voyez, et on a du mal avec ça, parce que bon, finit toujours par suivre l'autre, et donc le problème c'est qu'on risque de faire fuir une tonne d'entreprises, une tonne de futures licornes qui seront balèzes chez nous, qui vont partir à l'étranger, et on n'oublie pas une chose, parce que la crypto-monnaie, le Web3, c'est le monde entier. C'est pas français, mes amis, c'est le monde entier. Même quand vous achetez un Bitcoin, vous l'achetez sur quelque chose en France, vous pouvez l'acheter autre part sur une plateforme qui est décentralisée ou une plateforme étrangère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on fasse très attention avec tout ça. On a besoin de réglementation, je suis entièrement d'accord, mais il faut faire très attention. Et nous, je pense qu'on est, et on entend. Encore, j'ai entendu cette semaine, je trouverai la vidéo pour la mail, je l'ai mis hier soir sur Twitch, justement, hier soir, je l'ai diffusé sur Twitch, je l'ai pas remis là, avec un politicien qui parle de nous, mais c'est terrible, on entend ça aujourd'hui, c'est terrible, mais d'où ils sortent ces mecs, d'où ils sortent, quelles études ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, et on se demande après pourquoi on est gouverné aussi mal que ça. Commence à avoir des doutes, moi. À mon âge, je commence à avoir des doutes sur certaines choses. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, on avance. Deuxième news qui peut être bénéf pour le Bitcoin, ça qui est encore une meilleure news que celle juste avant, c'est une suppression de la plafond de la dette américaine. En fait, si vous voulez, pour pas provoquer de problèmes au niveau du dollar, ils ont créé un plafond, ceux qui gèrent en fait l'inflation du dollar, enfin l'impression monétaire du dollar, ils ont créé un plafond de la dette américaine pour pas qu'ils s'endettent plus. Et c'est plus ou moins respecté, voilà, comme il dit ici, ils ont dépassé leur plafond de la dette qui est à 31 trillions de dollars, c'est colossal. La dette, c'est un truc de fou. Il y a un site, je retrouve ce site où en gros, vous avez un différent carré qui représente un carré, c'est 1 trillion, je crois, de dollars. Et le Bitcoin, il est tout petit. Il fait même pas 1 ou 2 carrés. Et après, t'as le reste de la dette qui fait des milliers de carrés. Et proportionnellement, en fait, on voit que la dette, ça a une place dans l'économie, au niveau de la finance. Enfin, ce que ça représente en termes de montant, c'est juste énorme comparé à tout le reste. Et du coup, on a les démocrates qui proposent que le pays puisse emprunter sans aucune limite fixée par le Congrès. Voilà, l'avenir du Bitcoin est radieux parce que forcément, plus on imprime de dollars, plus on va avoir une inflation qui va se mettre en place, et plus c'est bénéf aussi pour Bitcoin, parce que quand on imprime du dollar, l'argent en fait après va se découler sur les marchés, les indices, les actions, et on l'a très bien vu durant le corona, puis après aussi ça découle sur les cryptos en général. Et puis on terminera ce Morning Bull Live avec une statistique qui m'a fait un tout petit peu rire jaune, d'accord, mais rire quand même. Il semblerait que si on reprend toute l'histoire des États-Unis, quand on a eu des présidents, dans le cas de Monsieur Biden, avec des ratings aussi immondes, dans le cas de Monsieur Biden aujourd'hui, eh bien, on a eu deux solutions. Soit le président a démissionné à cause d'un scandale politique, soit il a déclenché une guerre. Alors, quand on voit que dans la foulée, Monsieur Biden, il a livré 31 chars Abrams aux Ukrainiens pour aller tirer sur des Russes, on voit que pour l'instant, il prend pas vraiment la direction de la démission. Alors après, c'est une grande discussion. Est-ce que ça va changer la face du monde? Mais toujours est-il qu'on a l'impression que, statistiquement, quand on prend juste cette référence historique sur les présidents américains, on préférerait quand même qu'il démissionne de sa position d'ici la fin d'année plutôt qu'il s'en prenne définitivement
à la Russie, ce qui n'arrangerait clairement personne, et ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni le reste du monde, et encore moins les marchés financiers, bien évidemment. L'économie canadienne est toujours en surchauffe et n'a pas ralenti autant que l'anticipait la Banque du Canada, ce qui justifiait cette hausse supplémentaire de 25 points de base. Malgré tout, la Banque centrale est confiante que l'accumulation de ces multiples hausses de taux directeurs finiront par donner des résultats. Pour cette raison, Tiff Macklem a annoncé que la BOC prenait officiellement une pause du côté des hausses de taux directeurs. Le premier pivot est donc annoncé. L'objectif de la banque est de laisser passer le temps afin de déterminer quel sera l'impact réel de toutes ces hausses de taux sur l'économie. En raison du délai de transmission de la politique monétaire à l'économie, celle-ci n'a pas encore absorbé l'entièreté du resserrement monétaire. Il faudra attendre encore plusieurs mois pour que ce soit fait. Toutefois, il faut faire attention parce que cette pause est conditionnelle. La Banque du Canada prévoit actuellement que l'inflation continuera de diminuer graduellement pour être de retour à sa cible de 2% d'ici 2024. Si la BOC s'aperçoit que la tendance de l'inflation ne suit pas ses prévisions, elle n'hésitera pas à redémarrer les hausses de taux directeurs. Donc, pour savoir si on aura une hausse en mars prochain ou dans les prochaines réunions, il faudra suivre deux choses. Premièrement, l'inflation fondamentale, est-ce qu'elle descend ou pas? Deuxièmement, la croissance des salaires. Si celle-ci reste élevée, la Banque centrale n'aura pas le choix d'agir à nouveau en rehaussant son taux directeur, malgré la pause annoncée aujourd'hui. Dollar index, voilà, on s'approche du lot qui est assez intéressant à aller chercher d'un point de vue stop acheteur. Si on a une réaction ici, une belle structure de retournement, un reclaim du niveau, pourquoi pas viser un peu plus haut. Pour l'instant, vraiment faible dollar index. On se rapproche encore une fois du niveau mensuel. Je l'ai dessiné à ce niveau-là. On pourrait le dessiner un peu plus haut. Mais globalement, toute cette zone ici, c'est une zone qui va nous intéresser. Qu'on a envie de voir flip en tant que support si jamais on est bullish sur ce graphique-là. Évidemment, si c'est bull, ça va être assez négatif pour les cryptos et les risk-on, donc avec le S&P, les actions, etc. Mais voilà, donc toujours baissier sur le dollar index, on n'a aucun signe de force, mais voilà, si on prend ce stop, qu'on a un signe de force ici aussi proche du support mensuel, voire annuel, il faudra regarder ça de près. Donc voilà, ouais, on s'approche de ces niveaux-là. En annuel, c'est pas très beau. En 3 mois, on est vraiment proche de ces niveaux-là, donc il va falloir faire très attention. Il y a encore beaucoup de bears, encore beaucoup de gens short en masse, dire que c'est le bear market. Oui, mais la récession, oui, mais le dollar, oui, mais bon, ils trouveront leur raison. Les graphes n'ont pas besoin de raison pour monter, comme ils n'ont pas besoin de raison pour descendre, en tout cas pas à H24. Donc moi je crois bien qu'on va aller chercher les 27K, peut-être 30K. Est-ce qu'on ira plus haut? Je sais pas, je pense qu'idéalement on fait quand même un petit plus haut pour faire FOMO les gens, et hop, après on re-range, on crève, on range pendant le bear market, en attendant le halving, peut-être qu'on fera un léger plus bas. Parce que là en vrai il y a quand même beaucoup de monde qui s'attendait à aller à 12K. Donc pourquoi pas, le pire truc serait de faire ça, je pense. Je fais un truc comme ça, là tu tues vraiment un max de monde. Mais bon, je suis pas devant encore une fois. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, saisonnalité, on est quand même dans un gros bear market. Venir retracer un petit peu, c'est vraiment pas débile. Surtout qu'on est en février, enfin on est en janvier là, mais il y a février, mars, avril, mai qui sont généralement une bonne période sur les marchés. Donc voilà, c'est à noter, c'est important. Je sais pas si on fera un aussi beau mouvement, mais d'ailleurs c'était en mars qu'on avait pété à mars-avril. Donc vraiment à tenir. Vraiment à regarder. Et je pense vraiment que, comme je l'avais tweeté, je sais pas où on sera en mars, avril, mai, peut-être juin. Mais si on est là, je pense qu'il y aura un max de FOMO. Et derrière, il faudra prendre un max de profit. Le temps qu'on crève, le temps qu'on sorte tous ces gens du marché et qu'on reparte pour un nouveau cycle l'année d'après. A priori. Après, on n'est pas devin. Mais voilà un petit peu comment je vois les choses aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai du coup un petit biais prudent, ascendant baissier, court terme sur BTC, qui sera annulé par la clôture weekly. Parce que la clôture weekly rentre et est en cassure de Bollinger. Donc ça va être très important pour moi techniquement la cassure weekly, comment elle va se positionner. Je l'utilise pas j'utilise avec ça en fait. On est sur une résistance importante. On a la cassure weekly. Si jamais le prix clôture dans le vert, toute idée baissière est à éliminer. Voilà, pour moi, toute idée baissière. Si dimanche soir on clôture dans le vert, on n'en a plus rien à battre. On est plutôt confiant pour l'avenir. En tout cas, il faudra un peu plus d'une semaine pour dessiner un top.
Si on a une clôture baissière dans le rouge, et du coup, elle est possiblement imminente, parce qu'on est vraiment pas loin. Donc il suffirait pour ça qu'on est à 22 600, éventuellement une petite clôture technique en dessous de 22 700, 22 700, 22 600. En fait, une réintégration dans la Bollinger et de préférence en rouge. Là, je commencerai à être un petit peu inquiet, de la même manière que par exemple j'ai eu le même setup ici, une réintégration weekly dans le vert sur un extrême de Bollinger. Ça pose la question du range, c'est-à-dire potentielle recontraction de la Bollinger, mais aussi ça pose la question d'un bottom long terme ou d'un top long terme ici qui peut arriver. Donc ça, c'est un setup qui fonctionne bien pour moi. Donc un setup, c'est quoi? C'est une stratégie probable. Une stratégie probable, est-ce que ça veut dire que c'est la prédiction du futur? Ben non, moi, c'est pas mon job de prévoir le futur. Mon job, c'est d'avoir des stratégies et d'établir un risque. Et ici, du coup, je suis quand même en mode prudence. Même si, on va pas se leurrer, c'est quand même une très belle performance ici que le Bitcoin a fait et on a encore de l'enthousiasme. Donc, mais n'empêche qu'on est sur la tangente ici, et ajouter à ça donc le big signal des big signals. En tout cas, si vous êtes membre Alpha Team, vous le savez, c'est quelque chose que j'ai repéré il y a longtemps, qui vient renforcer ici mon sentiment de prudence. C'est probablement top priorité. C'est Goldman Sachs qui a fait une annonce hier comme quoi le Bitcoin était l'asset le plus performant de 2023. Pourquoi ils sont allés ouvrir leur gueule? Alors pour moi, Goldman Sachs, c'est le diable. Globalement, il y a le diable et il y a Goldman Sachs juste à côté. Ensuite, au niveau de la volatilité, petit point rapide, on a bien une réaction haussière qui malheureusement n'est pas assez puissante. On aurait aimé qu'on ait la même que celle-ci avec une grosse accélération. On est plutôt dans une schématique qui pourrait ressembler sur 2020, fin 2020, avec une première accélération, un affaiblissement, avant d'avoir vraiment la grosse accélération. Donc si on était dans la même pattern et dans la même idée, on serait donc ici dans une accélération qui aurait lieu dans 90 jours, donc ce qui représenterait un trimestre, ce qui représenterait mai, juin, qui serait justement le printemps-été pour justement l'accélération haussière que l'on peut attendre sur le cadre des différents actifs sur cette période. Bloomberg, je dois dire que je les aime pas vraiment, ils sortent souvent beaucoup de nouvelles avec lesquelles je suis pas tout à fait d'accord, mais bref, pour une fois, on a Mike McGlone qui dit qu'il pense que le Bitcoin va atteindre les fameux 6 chiffres durant le prochain cycle haussier, et c'est ce que je crois également. Mais voilà le truc, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il pense que le Bitcoin avant cela pourrait rechuter jusqu'aux 15 000 $. Alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais on doit de toute façon être préparé à ceci. Je suis d'accord, on pourrait rechuter, mais je crois que le fait d'acheter, de toute façon, accumuler pour votre position au long terme en achetant durant les dips, eh bien, c'est quelque chose qui sera payant à l'avenir. Ethereum, lui, n'arrive toujours pas à casser sa résistance ici des 1680. Tant qu'on casse pas cette résistance, il n'y a pas de changement ici au niveau de la structure du prix. Donc, techniquement, Ether est toujours en bear market. Bitcoin, lui, a donné des conditions autres où il est en train de quitter son bear market. Ether, lui, ne confirme pas ça encore. La cassure des 1180 augmentera les probabilités de quitter ce bear market. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et en cas de dip, un creux important, c'est 1005. Ça, c'est le creux daily. Il est assez fragile parce qu'on n'a pas fait un beau breakout derrière. Un autre creux qui serait assez important à maintenir, pour moi, c'est le creux précédent qui a permis encore une fois de casser des sommets. C'est ici vers les 1400. En gros, la zone 1004-1005, elle est importante sur Ethereum. Faut qu'elle soit maintenue pour qu'on puisse augmenter les probabilités d'aller chercher des plus hauts par la suite. L'armée a besoin de s'entraîner dans un espace virtuel. Alors non, je te parle pas de passer des heures sur Call of, mais plutôt de créer un metaverse militaire, un espace de formation 100% numérique. Il existe déjà des simulateurs de vol immersifs, je sais, mais là je te parle de simuler des scénarios de combat réalistes, avec des circonstances imaginables pour toutes les forces de l'armée, sans risquer de mettre en danger qui que ce soit. Il y a déjà une start-up irlandaise qui est sur le coup, l'armée américaine aussi, et après on vient me dire que le metaverse n'a pas de réelle utilité. Imagine qu'on puisse lier cet espace d'entraînement virtuel à l'intelligence artificielle. On pourrait créer des personnages interactifs pour préparer encore mieux les soldats. Je parle pas trop loin, je sais qu'on arrivera à faire un truc comme ça un jour. Ça va sûrement coûter une somme monstrueuse, mais c'est tout à fait possible. Macron, si tu vois cette vidéo... Pour faire le lien un peu avec le sujet de la discussion d'aujourd'hui, en fait,
Moi, avoir un Beeple dans ma collection, ça m'apporte bien plus de choses en termes d'opportunités professionnelles qu'avoir, j'ai n'importe quoi, 100 000 euros en crypto, tu vois. Ouais. Des mecs qui ont 100 000 euros en crypto, il y en a des dizaines, de centaines, de milliers, voire des millions. Et en fait, des mecs qui ont un Beeple de cette série-là, il y en a que 100, quoi. Et en fait, ça me donne bien plus de légitimité en tant que connaisseur d'art, en tant que collectionneur, en tant qu'expert là-dedans, que d'avoir l'équivalent en crypto, tu vois. Oui, oui, oui. Donc c'est un peu ça aussi la logique. Et moi aujourd'hui, clairement, quand j'ai eu le job chez Sotheby's, on va en reparler. Ouais. Moi, on m'a pas tellement posé de questions sur mes études, tu vois. On m'a demandé ce que j'avais fait dans la NFT et un de mes arguments principaux pour dire, regardez, je sais de quoi je parle, c'était mon wallet. Ouais. Donc mon wallet, ça a clairement été mon CV, tu vois. Donc, le recruteur doit se dire, ok, on est c'est quelqu'un, quoi. Et c'est le premier truc que je fais quand je vois des mecs qui sont des experts en NFT, spécialistes en métaverse, ce que tu veux, machin. C'est quoi ton wallet, tu vois. C'est un peu voyeuriste peut-être, mais bon, ça fait partie je pense de l'identité Web3, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, je peux faire même le parallèle avec moi. Je travaille aussi dans un milieu où il y a pas mal de développeurs. Alors, en général, le développeur, le CV, on s'en fout. On va regarder sur son GitHub ce qu'il a fait précédemment, les projets, etc. Absolument, ouais. Donc oui, c'est clairement. Parlons d'un autre échec d'opération Web3 dans l'industrie automobile. C'est dommage parce qu'on sait qu'auparavant, il y a d'autres acteurs de cette industrie qui avaient réalisé des collections NFT, il me semble avec succès. Je pense à Renault, il y en avait d'autres aussi, j'ai oublié, mais en tout cas là on parle de Porsche. Donc Porsche a lancé sa collection NFT composée de 7500 pièces qui rendaient hommage à l'emblématique voiture 911. Donc les NFT étaient limités à 3 par personne à 0,911 Ethers. Donc c'est un peu symbolique, soit 1490 Ethers. Ça fait un peu cher le NFT quand même. Après on pourrait se dire, ouais mais les voitures Porsche, c'est pas 2 € non plus. Mais bon, en tout cas ça n'a pas pris malheureusement. Et même au moment de l'article que je te partage là, il y avait environ que 16% de la collection totale qui s'était vendue sur le site officiel de Porsche. Mais ça c'est pas le pire. Le pire c'est qu'alors que tous les NFT initiaux n'avaient pas encore été vendus, il y avait déjà des NFT qui se revendaient sur le marché secondaire à peu près 0,89 Ethers, soit à un prix inférieur au prix du mint. C'est assez dommage. Bon, après, sur Twitter, ça a aussi fait du bruit. Il y a des gens qui ont dit que le prix des NFT était trop élevé et que leur stratégie n'était pas alignée avec la philosophie du Web3. C'est vrai que même si le Web3 et les NFT sont une grande opportunité, il faut savoir comment la saisir. Parce que c'est pas en lançant une collection NFT, en te disant Web3 friendly, que c'est bon, tout le monde va courir vers toi et tout le monde va acheter tes produits. Et donc, la partie stratégique, le marketing, c'est quelque chose de très très important. Mais bon, ça n'empêche que là, on a vu que les NFT sont là pour rester et il y a des utilités beaucoup plus concrètes qui sont en train de se mettre en place et d'évoluer. Ça, c'est extrêmement bullish pour l'avenir. Concrètement, lors de notre dernière séance live, ce qu'on a fait, c'est d'aborder les bases et améliorer notre vision de l'heptagramme. Et oui, l'heptagramme, tout le monde le connaît aujourd'hui, hein. Connais ton heptagramme et tu seras aussi fort que Bahram. Vous allez voir que même si vous pensez avoir tout compris, eh bien, loin de là. Pops, dans sa grande sagesse, a construit un langage, un code qui permet de se repérer sur l'heptagramme et de communiquer de manière très simple sur chacun des éléments. Et lesquels jouer à quel moment. Là, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Laissez-moi y venir, vous allez comprendre. Concrètement, l'heptagramme, c'est 7 éléments, et chacun de ces éléments possède 2 archômes en affinité, 2 archômes contre lesquels il est fort, et 2 éléments contre lesquels il est faible. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, est-ce que les 2 éléments en affinité sont identiques? Non. Bien sûr que non. Chacun de ces éléments a lui-même ses propres affinités et ses propres forces et faiblesses. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.